Merci beaucoup encore une fois. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et je profite, puisqu'on n'est pas très nombreux, de vous demander qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous gêne dans la prescription et la gestion des anticoagulants. C'est soit le point qui vous fait... Le renseignement. Et ça ne vous dérange pas que le patient fasse un AVC. C'est très bon. Surveillance des malades sous symptômes. Surveillance des malades sous symptômes, exactement. Effectivement, c'est ça le but. Le but, c'est de trouver ce compromis entre l'antithrombotique et ne pas trop anticoaguler. Et je vais essayer de parler un peu général, puis proposer quelques cas cliniques pour voir est-ce que donc le principe c'est de trouver le compromis, comme j'ai dit, entre la thrombose et l'hémorragie. Donc trouver la bonne dose, c'est le challenge avec le Syntran, vous les avez là, et on espère ne plus être sous au fardeau avec le nouveau anticoagulant. Il faut s'adapter aux particularités des patients, et là effectivement c'est là où nous nous sentons un peu limités au Maroc, parce que la pathologie valvulaire reste, disons, reste fréquente. Et ça reste chez nous en tout cas la première cause de la fibrillation atriale. C'est vrai que maintenant l'hypertension artérielle prend de plus en plus de terrain, mais la valvulopathie reste encore fréquente. Et connaître comment instaurer le médicament et que faire devant les différents événements. Les différents événements, ça commence dès l'instauration, lorsque vous pensez aux AVK, c'est-à-dire le chevauchement. Et puis quand le patient vient vous dire, voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le dentiste, qu'est-ce que je fais? Ou là, je vais être opéré, ou encore pire, lorsque quelqu'un sous anticoagulant vient le soir à 20h, 21h avec une appendicite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc d'abord un rappel sur les indications, soit des indications à but thérapeutique en UGU, c'est les thromboses veineuses, l'embolie pulmonaire, mais également les thromboses artérielles qui peuvent être dues soit à fibrillation auriculaire, soit en cas de syndrome coronarien aigu, thrombose intracardiaque, parce que je vous rappelle que les parines, le Lovenox font partie aussi d'anticoagulants. Il ne faut pas se focaliser que sur le sein. Les thromboses périphériques, mais on peut les donner aussi en prophylaxie. Les patients addictés, les patients qui vont avoir une chirurgie orthopédique, ou les gens qui ont des anomalies constitutionnelles, mais on ne va pas en parler dans notre cas. Voilà, petit rappel sur le type des anticoagulants rapidement. On a ce qu'on donne par voie intraveineuse parentérale, les héparines, le fondaparinux, les autres on utilise rarement, donc retenez surtout les parines de vapeur moléculaire non fractionné, et par voie orale, le Syntran, la famille des Syntran, les antivitamines K, et puis les nouveaux anticoagulants, le rivaroxaban le plus prescrit chez nous, mais également dabigatran qui a le mérite d'avoir un antidote, et on va voir quand est-ce qu'on va utiliser l'un ou l'autre. Quel est celui qui a été... Il y a un produit qui a été retiré. Matrojgan, Marie. Ah bon? Bon. Alors, quand anticoaguler lors d'une fibrillation atriale, est-ce que vous connaissez ce score, le Schatzvask? Ah oui. Le Schatzvask. C'est un score qu'il faut toujours établir lorsque vous découvrez une fibrillation atriale. Je vous rappelle une chose, s'il vous plaît. La fibrillation atriale, même paroxystique, peut nécessiter une anticoagulation. Le Schatzvask s'applique à toutes les fibrillations. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait fait une fibrillation de 5 minutes, de 10 minutes, qu'il ne doit pas être anticoagulé s'il a un score de Schatzvask élevé. Dès que vous voyez une fibrillation qui dure au-delà de 30 secondes, c'est-à-dire à partir d'une minute, c'est déjà étiqueté comme fibrillation, il faut le gérer de la même façon. Mais mon premier épisode. C'est une question très... Personne ne pourra vous répondre.
je vais vous dire. Ma conviction, un épisode je ferai. Mais dans l'idée de Cheikh AVC, si il a un chasse vasque au-delà de 5, même s'il fait, même au-delà de 2, les Anglais ont osé dire un jour que un premier épisode on n'en tient pas compte, ils le font parce que vous connaissez le système britannique. Le système britannique est un peu très économe, je ne suis pas les Français, donc on a le premier épisode, parfois, ils n'en parlent pas. Les Français, non. Dès que vous avez un seul épisode, c'est de la fibrillation atriale, il faut en tenir compte. Et donc, dès que vous voyez un épisode de fibrillation atriale qui dépasse 30 secondes, il faut faire sortir le chasse vasque. C'est un score, et dès que ça dépasse 1, il faut anticoaguler. Donc, le chasse vasque, ça veut dire quoi? C, c'est pour l'insuffisance cardiaque. A, H plus pour l'HTA. L'âge, s'il dépasse 75 ans, c'est déjà 2 points. Le diabète, un antécédent d'AVC, déjà 2 points. Si on a une pathologie vasculaire, artériopathie, coronaropathie, c'est 1 point. L'âge entre 65 et 74 ans, 1 point. Au-delà de 75, c'est 2. Et est-ce que c'est un patient ou une patiente? La première classification a fait un tollé chez les féministes. Parce qu'ils ont dit pourquoi on va incriminer plus la femme que l'homme. C'est-à-dire il suffisait d'être une dame et de faire une fibrillation pour recevoir un anticoagulé. La première, on disait au-delà de 1, vous anticoagulez. Et puis c'est apparu que c'était un peu aberrant. Donc là, la femme c'est au-delà de 2, l'homme c'est au-delà de 1. Ok? Donc, moi je pense même que le genre, sexe catégorie, il faut l'enlever, penser qu'aux autres, si ça dépasse 1, vous anticoagulez. Donc, quelqu'un qui a 64 ans, sans rien d'autre qui vous fait une FA cette année-là, vous pouvez ne pas l'anticoaguler. Mais dès qu'il a 65 ans, vous l'anticoagulez. Vous voyez que c'est un peu subjectif, mais c'est comme ça, c'est les statistiques qui ont montré ça. Plus on avance en âge, plus on a de risques de faire de l'AVC. Et puis, vous décidez que vous allez donner un anticoagulant, donc 0, ça comprend la femme. Si vous avez un score à 1, vous devez anticoaguler. Au-delà de 2, supérieur ou égal à 2, là, il ne faut pas discuter, l'anticoagulation s'impose. Si le patient a une valve mécanique cardiaque, une prothèse mitrale, aortique, tricuspide, ou il a une sténose mitrale sévère à modérée, là, vous donnez l'antivitamine K, c'est-à-dire le synthé. Pour toutes les autres situations, les recommandations nous disent qu'il faut utiliser nos anticoagulants. Encore une fois, le seul frein pour moi reste le prix. C'est-à-dire que vous allez traiter soit par 1000 dirhams par mois, soit par 80 dirhams par mois. À part le prix? À part le prix, je donnerai des nouveaux anticoagulants à tout le monde, à part les babilles. Ah, il y a un antidote. Même pas, il n'y a pas d'antidote, il y a le cascadine. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à faire le TPIN à chaque fois. Le patient peut manger ce qu'il veut, et si par malheur il fait un problème hémorragique, il suffit de sauter une prise et on rentre dans l'ordre 24 heures. Par contre, le Syntron, il faut attendre 48 heures avant que ça rentre dans l'ordre. On peut donner le PPSB ou le cascadine dans les deux situations, si vraiment c'est une hémorragie importante. Par contre, l'absence de l'antidote resterait l'inconvénient chez le nouveau anticoagulant, par le dabigatran bien sûr, mais c'est quoi l'antidote de la vitamine, de l'antivitamine K? Vous donnez la vitamine K, il faut attendre 10 heures pour que ça agisse. Donc franchement, moi je donnerais ça à tout le monde. Le prix reste le prix, j'avoue que c'est difficile de proposer un traitement à 1000 dirhams au Maroc. C'est difficile, surtout quand on sait qu'il y a un traitement à 80 dirhams. Est-ce que souvent, qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, on propose aux patients, là, sa famille, s'ils peuvent l'acheter, c'est tant mieux, sinon, on leur donne le Syntron. Quand le roi qui est le canal, tu vas être payé. Quand vous voilà qu'il y a notre médicament, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Mais ça coûte temps. Ça va vous permettre de manger ce que vous voulez, ne pas prendre le médicament à distance des repas. Parce que le Syntron, tu leur dis,
vous prenez le médicament à 8 heures, il faut arrêter de manger à 6h30 et ne remanger qu'à 9h30. Donc ça devient gênant, surtout Flandin en fait. Donc quand ils se sentent soulagés, mais il faut avouer que c'est trop cher pour la plupart des Marocains. Et le mode surveillance des enfants? Aucun. On n'a pas besoin de mode surveillance. Adapté à la posologie, non? Une seule posologie pour tout le monde. Par exemple, les arrêtons que nous utilisons surtout, c'est 20 mg par jour au milieu du repas du matin. Il n'est pas remboursé par toutes les mutuelles. Les militaires, c'est sur dossier. C'est sur dossier. Même en France, ça a pris beaucoup de temps pour être remboursé. 15 mg, c'est pas suffisant. La fibrillation atriale, là, sauf chez le sujet très âgé, mais vraiment sans trop de conviction. Vous allez voir, c'est 2P, c'est-à-dire presque 3, sans trop de conviction. C'est 20 mg, 15 canapés pulmonaire 2 fois, pendant 3 semaines, voilà, 20 mg. C'est toujours par rapport, c'est quel que soit... Fonction rénale. Le poids, oui. Le 60 et 115. C'est le Dabigatran, et qui fait 2 doses. Le Rivaroxabon, le Xarelto fait une seule dose. C'est quel que soit le poids. Pour les gens qui ont du score 1. Pardon? Et la clearance rénale, c'est toujours la coque. Au moins de 30, oui. La coque rock. C'est de qui? Pour les gens qui ont du score 1, on peut donner comme préventif l'acide cardiaque en permanence. Avant, on donnait ça. D'abord, soit vous donnez rien, soit vous donnez un petit peu. C'est-à-dire, si vous donnez de l'aspégique, le cardiagique ou de l'aspirine, et si le patient fait un AVC, vous êtes responsable. Si là, score a 1, c'est soit vous décidez qu'il va prendre, ou là vous lui dites voilà, on va faire un deal, vous avez un score trop bas, on va rien faire, on va attendre l'évolution des choses. Mais ne lui dites pas, on va vous protéger par l'aspégique. Ça ne protège pas. Ça ne protège pas contre l'AVC. Depuis X temps. Depuis X temps, je pense que vous êtes plus ancien que moi en médecine. Quand vous avez fait vos études, ils vous ont dit que les bêta-bloquants sont contre-indiqués pour l'insuffisance cardiaque. Voilà, un bêta-bloquant comme pierre angulaire. C'est des choses qui changent. C'est vrai, on a prescrit. Mais franchement, on le fait parfois par compassion, par complaisance, mais quand il fait un problème, tu sais que relativement on n'a pas été très bon. Il semblerait que l'aspirine serait aussi hémorragique comme complication que oui, c'est ça, on l'expose plus on l'expose au risque de l'hémorragie sans le protéger de... Ouais. Ça va? Monsieur, si le patient est déjà sous AVK, oui. Est-ce qu'on peut lui proposer Est-ce qu'on peut lui proposer un anticoagulant? Bien sûr, on va en parler. Effectivement, je pense même que là, je vais vous dire quand est-ce qu'on va... En général, donc on a dit qu'on traite chez le chasse basque supérieur à 1, et il faut penser aux contre-indications, c'est-à-dire un saignement en cours. On ne va pas proposer de l'anticoagulation à quelqu'un qui vient pour un AVC hémorragique sous prétexte qu'il a une fibrillation atriale. On va temporiser, on va attendre que le rage passe, et là on pensera à une HTA maligne. Vous recevez quelqu'un qui a une fibrillation atriale, vous trouvez une tension à 200 sur 100, 110, 120, vous équilibrez d'abord l'hypertension avant d'introduire l'anticoagulant. L'ulcère non cicatrisé, là aussi vous temporisez. C'est-à-dire on ne va pas traiter une pathologie qui ne s'est pas encore compliquée en compliquant une pathologie qui est en cours. Donc, et c'est pour ça qu'on a le score Hasbled, donc 2 scores que vous devez retenir lorsque vous aurez à traiter une fibrillation atriale. Hasbled, c'est presque, il y a beaucoup de paramètres en commun. L'HTA, comme dans le chasse basque, anomalie du foie ou du rein, l'AVC, comme le chasse basque aussi, la notion d'une pathologie ou de risque d'hémorragie évolutive, un INR labile, c'est un risque. C'était chez Haja Shalom. Non, monsieur. Un INR labile, un âge au-delà de 65 ans, et un abus de drogue ou d'alcool. Donc vous voyez qu'en commun entre le Chatzvas qui nous dit qu'il faut anticoaguler et le Hasbled qui nous dit attention au risque hémorragique, on a dit qu'attention artérielle, l'AVC et l'âge. Donc si vous avez quelqu'un qui est hypertendu, âgé et qui a fait un AVC, vous aurez un Chatzvas à 4, parce que le score c'est 2, et vous aurez un Hasbled à 3.
qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Pardon? On va traiter. Le Hasbled n'est pas un frein au traitement anticoagulant. C'est juste qu'il vous dit qu'il faut faire attention. Si vous avez un Hasbled au-delà de 3, au lieu de penser à avoir un INR proche de 3, il faut surtout avoir un INR proche de 2. Parce que l'INR doit être entre 2 et 3. Et c'est là où vous pouvez, pour répondre à votre question, utiliser ces petites doses de 15 mg, mais sans preuve scientifique. Il faut dire juste qu'il faut faire attention. Ok? Donc le Hasbled, ce n'est pas une contre-indication anticoagulant. Vous n'allez pas dire, ah, le monsieur il a une hypertension, il a une insuffisance hépatique, je ne vais pas anticoaguler. Non, je vais anticoaguler, mais avec plus de précautions. Si vous demandez le TPINR chaque mois à les gens qui ont un Hasbled normal, ou là-bas, vous allez demander chaque 2 semaines chez quelqu'un qui a un Hasbled au-delà de 3. C'est à partir de quelle clearance que... À partir de quel chiffre de clearance que clearance la créatine? Moins de 30. Moins de 30. Et à partir de ce moment-là, on arrête carrément cet anticoagulant ou bien on passe plus? Non, 15, par exemple. Il faut garder l'anticoagulant. Oui. Et passer peut-être à petite dose. Si vous utilisez le Syntran, il faut avoir un INR plus proche de 2 que de 2,5. Et pour les nouveaux, les AOT? Les nouveaux, on réduit les doses. Si c'est trop bas, on ne donne pas les AOT. Si c'est trop bas, moins de 15 par exemple, on ne donne aucun AOT. C'est pour nous, si vous avez une clairance créatine basse, on donne tout. Donc, on va commencer par le cas d'une jeune fille de 25 ans qui a un antécédent rhumatisme articulaire aigu et qui consulte pour une dyspnée paroxystique nocturne avec des rats crépitants à l'auscultation pulmonaire. Vous l'examinez, vous trouvez qu'il a une maladie mitrale, systolique et diastolique. Vous la traitez, il évolue bien. Et puis 1 an plus tard, il consulte pour une aggravation de son insuffisance cardiaque. Vous faites demander une échographie et il vous dit qu'il y a une thrombose ou un thrombus de l'oreillette gauche. Donc c'est une indication formelle. Ce n'est pas encore la fibrillation atriale, mais vous avez la maladie mitrale et vous avez un thrombus de l'oreillette gauche. Il n'est pas encore en arythmie. C'est pour ça que j'ai fait cet exemple, mais il a un thrombus. Soit que l'arythmie est paroxystique, soit que l'arythmie est paroxystique, soit que l'oreillette est tellement dilatée qu'il y a une stase qui a fait faire ce thrombus. Alors, comment vous allez commencer l'anticoagulation chez cette jeune? Non, on va aller juste là, on va l'anticoaguler. Mais comment? L'héparine à HVP? Oui, donc vous avez le choix entre la HNF, l'AVK et le nouveau anticoagulant. Qu'est-ce que vous allez éliminer de première vue? Qu'est-ce que vous n'allez pas donner? Qu'est-ce que vous n'allez pas donner? L'héparine. On ne donne pas les AOT parce que c'est valvulaire. Voilà, c'est valvulaire, on ne donne pas les NOAC. Les nouveaux anticoagulants, on ne les donne pas chez le valvulaire. La règle de stade de Diafro, il faut retenir ça. On ne donne pas les NOAC chez les valvulaires. Quelqu'un qui a un rétrécissement mitral, modéré à sévère, pas encore d'anticoagulation. Pas de Xareto, pas d'Avigatran, pas de... Par contre, il faut donner, on peut donner l'HNF ou l'AVK. Comment vous allez traiter? Donc c'est là où on parle de chevauchement. Donc on va commencer par l'héparine et au même jour on commence le Syntran. Pourquoi le Syntran? Parce que ça va agir qu'en dans 3 jours. Donc l'héparine, pour faire vite, vous avez vu le thrombus comment il est. Donc soit l'HNF, c'est plus adapté, donc par pause seringue, pour dose curative, 500, 300, 500 par plutôt 5 mg kg pendant 24 heures. Et vous commencez avec le Lovenox ou les nosaparines ou l'HVPM n'ont pas une grande indication dans les valvulopathies. Donc l'HNF non fractionné, soit cassiparine, soit par seringue, et les AVK. Et comme a dit le Dr Malek, il faut hospitaliser ces patients les premiers jours. Quand est-ce que vous allez libérer? 24 heures après, si et comment vous allez faire pour le Syntran? 48 heures après. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez dire, voilà, j'ai atteint la dose qu'il faut pour la faire sortir? Une fois que on n'a pas encore de prothèse, c'est juste une valvulopathie, donc c'est entre 2 et 3,5. Il faut que vous fassiez des contrôles quotidiens, à partir de la 72e heure. Des contrôles quotidiens, et dès que vous avez 2 contrôles successifs dans la fourche thérapeutique, vous la faites sortir si vous voulez, et vous faites des contrôles chaque semaine.
si vous êtes toujours dans la bonne dose, vous faites après des contrôles mensuels pendant toute la durée de la maladie. Quelqu'un qui ne vous fait pas des contrôles mensuels, s'il y a indication, proposez-lui le Xaril. Quitte à lui, juste à lui faire peur. Par le prix, il est mettre chez un 12 quoi, il doit quitter After. Ça ne sert à rien de donner des anticoagulants si vous ne contrôlez pas, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a que tous les 4 heures, mais l'hémorragie. Parce que s'il vous fait une hémorragie en rural, ou l'aftar ou lundi, ça sera encore difficile à gérer. Donc, parmi le contrat de soins, on va vous donner un médicament que vous devez prendre à heure fixe, loin des repas, en réduisant tout ce qui est vers dans l'alimentation. Quoique moi je ne donne pas ce conseil, je leur dis juste manger comme d'habitude. Il a qu'à تاكل الخس كل صباح كل ديال كل صباح. ماشي اليوم تاكل ليا الخس وغدا تاكل ليا 4 الخسطات والبارح ما تاكل ليا حتى حاجه غتحمق السنتر. كل d'habitude. هذيك اللوبيا خضراء كل لوبيا خضراء. Mais faut manger régulièrement. Quand تاكلها 2 fois par semaine, كلها 2 fois par semaine. parce que حنا contexte ça se perturbe le plus في رمضان. حريره كريبسات كل نهار ça perturbe. Donc s'ils mangent régulièrement, comme nous le faisons tous, vous pouvez vous adapter la dose de centre. Donc c'est pas la peine de les priver des choses petites comme ça. Mais ça doit être à heure fixe, à distance des repas, et un contrôle régulier de TPI. Et vous leur apprenez les signes d'alarme. Quand vous brossez les dents, si ça saigne trop, attention, il faut faire un TPI ou la clear. Si vous voyez que vos yeux deviennent un peu plus rouges le matin, faites attention. Des signes d'alarme comme ça. Si vous vous tapez contre se mettre sur la table, le bleu est trop intense, faites attention. Les doses commence par quelle dose? Bonne question, parce qu'il n'y a pas une réponse correcte. Un an, je suis kamikaze. Je suis là plus un homme qui commence. Je préfère commencer par. S'il est hospitalisé, je préfère commencer par un comprimé et réduire après. S'il est maigre, je commence par un demi-dose. Alors, chez les ABAC, nous ont montré, quand tu commences par des fortes doses, je ne vais pas attendre 72 heures pour faire le bilan. Je vais faire le bilan pendant 48 heures. Si j'atteins la dose rapidement, je saurai que je suis un peu au-delà des doses. Ça nous permet de gagner les jours d'hospitalisation. Et après, c'est très variable. Quelqu'un qui est actuellement sous un quart de comprimé peut devenir passer à un demi, puis revenir à un quart. Mais souvent, c'est une vitesse de croisière. S'il vous plaît, si cette jeune femme est enceinte. C'est ce qui lui est arrivé à de la dame. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, effectivement, elle s'est mariée, il vient chez vous avec un retard de règles remontant à 6 semaines. Alors, on bascule à l'héparine. On bascule à l'héparine. On bascule à l'héparine. Pourquoi 6 semaines? Parce que c'est déjà trop tard. Pourquoi c'est déjà trop tard? Parce qu'on parle de photopathie due au syndrome à part le premier mois de grossesse. Donc ça aussi, il faut que ça soit dans l'éducation. Attention, si vous avez l'intention de tomber enceinte, si vous sentez que là, il ne faut pas attendre. Et le protocole est précis. Premier trimestre, l'héparine, pour éviter les photopathies. Puis le 2e trimestre, l'AVK. On revient au syndrome. Le 3e trimestre, l'AVK. Et essayer de programmer l'accouchement. Et 15 jours avant, on revient à l'héparine pour que la délivrance ne soit pas trop hémorragique. Surtout ça. Donc le premier, parce qu'il y a le risque de photopathie, quand on passe à l'héparine. Le comble, c'est quand vous avez quelqu'un, une dame, porteuse de prothèse mécanique. Et on sait tous que le Lovenox, non, on peut donner le Lovenox. Mais quand on a une prothèse mécanique, Lovenox, souvent c'est inefficace. Souvent c'est inefficace. Donc c'est des gens à qui il faut donner l'héparine fractionnée, le calciparine. Si vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait plus de calciparine au Maroc. C'est des gens à qui on donnait de l'héparine, c'est-à-dire on devait les hospitaliser pour leur faire passer l'héparine par poussière. Donc il y a vraiment un problème chez les femmes qui sont valvulaires. Il faut vraiment discuter avec eux de façon très avancée l'éventualité de la grossesse et comment la gérer. Pour cette patiente, le TP linéaire, c'est aux alentours de 2, 3 et 4. Oui, ça reste entre 2 et 3. Ça doit rester entre 2 et 3. Ça doit être 3. Donc l'héparine le premier trimestre et l'héparine 15 jours avant l'accouchement. Et toute la grossesse, vous pouvez donner de l'anticoagulant. Il y a aussi une autre chose, moi je pense. Oui.
partager ce terme du prédiscant. Nous, on l'a pas au Maroc. Je sais bien. Mais bon, il y a deux choses. D'abord, on ne s'affole pas quand on dépasse trop tout de suite. On attend pour voir. Oui, c'est On ça. refait. Mais il vaut mieux rester entre 2 et 3 s'il Oui. n'y a pas de prothèse. Il vaut mieux rester entre 2 et 3. En 2 et 3, on est vraiment safe. Mais il ne faut pas ça. Je vais parler de dépassement thérapeutique. Ce que je voulais dire que les nouveaux anticoagulants ne sont pas encore permis chez la femme enceinte. Par contre, je dis dans ce sens. Oui. La deuxième chose, c'est que j'ai davantage l'habitude avec le ici. On fait des fois des sous-comparaires parfois. On est amené à faire des trucs sur 3 jours, par exemple un demi à J1, un demi à J2 et 3 quarts à J1. Et même chose pour le Même ici, même le 130. Il y a même des gens que je suis qui sont très sensibles, qui ont de 1 quart le lundi, 1 quart le jeudi, la semaine quand même. Est-ce qu'on est efficace ou pas? On ne sait pas. En tout cas, quand on fait le PINR, on est bien. Parfait. Mais on est sûr que le mercredi, ils ne sont pas protégés par le Saint-Tron lundi. Mais c'est comme ça. On n'arrive pas à comprendre. Il y avait une femme qui était hospitalisée à Meknès, porteuse de prothèse, pour Redux, 12 ans après. 12 ans après, on a appris qu'il prenait 1 quart de Saint-Tron à midi le repas. Même pas force. Un quart, machine à distance de repas. À midi le repas. Et là, cette dame, tu ne peux même pas lui changer la dose. Elle était équilibrée, dit ma TP inertielle, 12 ans de prothèse, aucune thrombose de prothèse. On n'arrive pas à comprendre, c'est comme ça. Là, on a beau dire, c'est vraiment de l'interdit des différences entre individus qui est très important. D'ailleurs, on va en parler. Et les contre-indications chez quelqu'un qui est sous anticoagulant, injection intramusculaire, les infiltrations, éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine et les autres parce que ça augmente l'effet de l'antivitamine. Ok, pardon. La PR. Parce qu'il y a des femmes qui sont sous syndrome qui viennent me dire moi je veux faire une PR. Je ne peux rien te dire, franchement. Ça dépend comment vous injectez les choses. Je sais pas, mais c'est Il va rendre c'est les dermato, les traumatos. Franchement, pour les cheveux. Oui, je sais. Pour les cheveux, parce que pour les cheveux, ils font des petites piqûres. Oui. Si vous et il y a une femme qui vient la semaine dernière qui me dit moi je vais la gérer comme quelqu'un qui va faire des extractions dentaires. S'il n'a pas une prothèse mécanique. S'il a une prothèse mécanique, il faut la convaincre que c'est vraiment la dernière des choses. Moi, je préfère que vous soyez resté chauve que... pas encore de prothèse. Sinon, vous arrêtez le Saint-Tron, vous donnez du Lovenox. La veille, ma tarche Lovenox, la chia, Sbah surtout, la chia, ma tarche. C'est dès le geste Sbah, le soir, elle reprend et le Lovenox et le Saint-Tron. Combien de jours avant? 3 jours avant. Le Saint-Tron, j'arrêterai 3 jours avant. 3 jours avant. Et je vérifierai cette chose de sécurité, je vais faire un TP. Je vais vous dire pour vous rassurer. C'est que maintenant, d'abord, le pacemaker, les défibrillateurs, on les fait avec un INR à 2,5. Maintenant, pour le on les fait, on diminue la dose. Quand nous sommes INR bas, on a fait un TEF triple avec un INR à 2,70. Pas de saignement. Je préfère réduire la dose de Saint-Tron que faire le chevauchement. Le chevauchement est plus hémorragique. Donc, si cette femme n'a pas un chasse vaste cuir, tu peux même arrêter le Saint-Tron dès le gestélogue, vous reprenez le Saint-Tron le soir. Ça dépend du chasseur. Parce qu'il a caché une prothèse mécanique, on peut le faire. Donc, que faire en cas d'intervention chirurgicale? S'il est programmé, il faut apprécier les risques. Voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas exposer une femme à une thrombose de prothèse avec risque d'AVC parce qu'il veut faire du botox ou la chirurgie. Il faut vraiment évaluer le risque et le bénéfice. C'est ce que je leur dis là. Qui dit que je veux faire ça et ça, chirurgie plastique, je leur dis bon, si vous acceptez le risque, surtout les gens qui ont une prothèse, les dames qui ont une prothèse mécanique, c'est toujours malheureux qu'ils sortent de leur chirurgie d'esthétique avec un AVC, avec une hémiplégie faciale qui est encore moins esthétique. Éventuellement, remplacer l'AVK par l'héparine ou par le Lovenox. Si c'est urgent, on va faire le TPI. Et on demandera au chirurgien, est-ce que vous pouvez attendre 6 heures? Est-ce que vous pouvez attendre? Si c'est bon,
c'est la vitamine K, soit par voie orale, soit par voie injectable. Si ils ne peuvent pas attendre, vous mettez le cascadil, le PPSP. Le problème du cascadil, c'est qu'il est rare de le trouver au Maroc, et même en France. On a essayé de l'avoir, c'est vraiment très pénible pour l'avoir. En cas de saignement, comme a dit notre collègue, avoir un INR à 5 ne veut rien dire. S'il n'y a pas de saignement, on se calme, il n'y a pas à salam. Si on a un saignement, INR inférieur à 5, on va surveiller les paramètres. INR de 5 à 9, on va supprimer une prise et réduire les autres prises qui viennent. Parce que vous êtes sûr que 3 quarts, par exemple, que prend ce patient est trop pour lui. On ne va pas sauter une prise, on reprend 3 quarts. On reprend soit un demi, soit alternance 1 demi, 3 quarts. Si l'INR est supérieur à 9, là il faut intervenir. 1 à 5 mg de vitamine K par voie orale, puis reprise à dose plus faible. Si par contre l'INR, parfois le laboratoire vous dit INR trop élevé, là il faut hospitaliser le patient, 10 mg de vitamine K par intraveineuse lente, à renouveler selon le TP, et s'il y a une hémorragie, il faut donner le cascadil, le PPS. C'est un complexe vitaminique, le cascadil, c'est-à-dire les paramètres dans lesquels agit l'antivitamine K, le 2, 7, 9, 10, vous les avez dans ce complexe. C'est comme si on donne des plaquettes, sauf qu'on donne des facteurs dessus. Donc, comme j'ai dit, les limites des antivitamines K, c'est cette interaction alimentaire, l'interaction médicamenteuse, la pharmacocinétique qui est complexe, comme j'ai dit, parfois on a besoin que d'un demi, une autre fois on a besoin de 3 quarts. Et puis, la fenêtre thérapeutique est très étroite, sauf pour les prothèses valvulaires mitrales. Et donc, dès qu'on dépasse 3, on se dit qu'on est en dehors de la fourche, même si sur le plan clinique, on est bien. Et c'est toutes ces limites qu'on ne retrouve pas chez le nouveau anticoagulant. Donc, comme je l'ai dit, le nouveau anticoagulant, la dose elle est fixe, quel que soit le patient. On n'a pas besoin de régime alimentaire, il suffit d'avoir une prise quotidienne de façon régulière et on n'a pas besoin de contrôle. Un autre cas clinique, qui est un peu inverse, c'est quelqu'un qui a 64 ans, plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et qui consulte pour une douleur thoracique survenue après un effort. Donc, vous faites un ECG, vous voyez qu'il a un sus-décalage en D2, D3, AVF avec des signes en miroir. Donc, vous faites le diagnostic d'infarctus. Vous savez très bien, c'est l'occlusion chronique, continue, complète d'une artère coronaire. La solution, c'est de revasculariser, soit thrombaliser, soit le stent. Donc, vous faites le diagnostic de syndrome polaire avec un ST+, vous l'hospitalisez, vous le calmez, vous le scopez, et vous allez débuter des coûts possibles de traitement médical. Vous allez proposer quoi? Thrombolyse, oui, ou angioplastie. Mais vous avez la compagnie en quoi? Je vais donc formuler autrement. Ce monsieur, vous le recevez dans votre cabinet. Vous faites le diagnostic pour l'anticoagulant. Vous allez lui rendre un grand service si vous le donnez. Lovenox, aspirine, clopidogrel. Donc déjà là, on a 3 médicaments anticoagulants. Double anti-agrégation plaquettaire, clopidogrel, aspirine et l'énoxaparin. Donc, clopidogrel, 300, 600 selon ce que vous allez faire. Donc vous, ayez le réflexe de donner 300 à l'âge. S'il se présente chez le cathétériseur, il décide de faire une thrombolyse, il va se satisfaire de 300. S'il décide de faire une angioplastie, il va ajouter 4 autres comprimés de clopidogrel. L'aspirine en intraveineuse, franchement, vous pouvez même donner un sachet de 250 mg, et l'anticoagulation. Vous avez à choisir entre l'héparine et l'énoxaparin. Qu'est-ce que vous allez donner? Lovenox. Lovenox, maintenant, il fait l'unanimité. Si vous recevez ce monsieur dans une clinique où il y a un cardiologue cathétériseur, vous lui demandez est-ce qu'on va thromboliser ou pas. Si vous allez thromboliser, les cathétériseurs préfèrent Lovenox, un bolus, et puis la dose habituelle. La dose habituelle, je vous la simplifie, il a un de 60 kg, à ta tête 0,6 d'abord, 0,6 après 12 ans. Un de 80 kg, 0,8 d'abord, 0,8 après. Un de 1 kg, on voit le top, 1 ml d'abord, 1 ml 12 ans après. Pas plus. Si par contre il va vous dire non, moi je préfère faire l'angioplastie, les cathétériseurs préfèrent l'héparine en fraction avec un petit bolus, ce qui est dès qu'on dilate le patient, on n'a plus besoin d'héparine. Ok?
Donc ce que vous devez retenir, clopidogrel dans votre cabinet, un ST+, clopidogrel 300, d'ailleurs la Kindaba la forme, 4 comprimés la molécule, et l'aspirine sachet 250. Et vous l'adressez. Vous avez de l'Ovenox, vous donnez de l'Ovenox, c'est encore mieux. En tenant compte du risque hémorragique. En tenant compte du risque hémorragique, oui, c'est sûr. Mais je pense que une injection de l'Ovenox, ça ne va pas donner beaucoup de choses. C'est le temps que vous thrombolysez. En plus, même si vous thrombolysez, on donne de l'Ovenox en perte procédure. D'ailleurs, c'est ça le réflexe que je fais, le message que je fais passer aux résidents, aux gens que je rencontre. Vous suspectez par exemple une phlébite chez quelqu'un. Vous appelez à titre amical, à titre professionnel dans une maison, vous voyez que la jambe ne vous plaît pas. Vous hésitez entre les résipèles et la phlébite. Le risque, c'est qu'il vous fasse une embolie pulmonaire. Moi, je ferai une injection, je leur dis, faites une injection curative de l'Ovenox et demandez à la patiente de faire un Doppler, soit l'XTA, soit la Glebsmart. Vous allez la couvrir pendant 12 heures. Si par hasard on trouve rien, c'est les résipèles, l'XTA, les résipèles va être traité. Donc c'est des choses qu'on a appris sur le tas parce que on a parfois, même dans un hôpital, on ne trouve pas un dopplérisme. Et donc, c'est des choses qui sauvent. Quand le lendemain, vous trouvez que c'était une phlébite, vous dites, oh, moi, peut-être j'ai fait Idicla-Septal, c'est une injection qu'il faut faire. Oui, c'est une injection qu'il faut faire. C'est vaut mieux, c'est ça. D'ailleurs, en France, comme on n'a pas eu un échodoppler immédiatement, ni dans le jour, ni le lendemain, etc., l'échodoppleriste, oui, donnez ça. Voilà. C'est même un test thérapeutique. Si ça s'améliore, c'est que c'était vraiment un Et puis on fera donc, comment dire, comme les rendez-vous leurs carnets de rendez-vous sont pleins, ils vont lui faire les photoplaires que 3-5 jours après. Oui. En attendant, et il reçoit chaque jour. Donc l'aspirine, la dose de charge, autour de 150 mg. Clopidogrel, si vous allez faire une angioplastie, c'est 600. Si c'est une thrombolyse, c'est 300. L'héparine, soit, comme je vous ai dit, le bolus, on donne nous 30 mg tout simplement, c'est standardisé en intraveineuse par bolus, ou l'héparine selon les doses habituelles. Donc l'ordonnance de sortie de ce monsieur, le bêta-bloquant, l'IEC, on a dilaté l'artère, et puis le sortie. Plavix 75 mg et l'aspirine 100 mg, comme tout à l'heure. Donc le basique. Et l'IPP, j'aimerais insister, si quelqu'un prend du Plavix, le métrazone n'est pas très efficace. Donnez un autre IPP. Oui, ça augmente la résistance au clopidogrel, au Plavix. Ok. Donc 2 mois plus tard, ce monsieur qui est sous Plavix et aspégique se présente avec la palpitation et insuffisance cardiaque. Vous lui faites un ECG, vous trouvez que c'est une fibrillation atriale. Donc on a dit qu'il a 62 ans. Donc score Schatz-Vasque, c'est l'âge 1. Il est diabétique, donc 2. Il a une hypertension, 3. Elle a fait un problème coronarien, donc au moins 4. Donc elle est candidat à l'achatol ou l'anticoagulation. Comment vous allez faire? Donc un 2 clopidogrel, un 2 Plavix. Vous allez arrêter, vous allez donner quoi? C'est bien. Effectivement, même les cardiologues, même les sociétés savantes sont actuellement perplexes. Quelqu'un qui a une indication formelle à l'anticoagulation, qui a une FA qui vous fait un syndrome coronarien aigu, vous gardez le syndrome dialogue. Vous donnez le double anticoagulation plaquettaire. Le cathétériseur, vous lui dites attention, ce monsieur a besoin de syndrome là de nouveau anticoagulant. Le syndrome coronarien, le plus important, s'ils ne sont pas sous syndrome, il faut donner de nouveau anticoagulant. Il a besoin de ça. Il a une valvulopathie, il a un problème qui impose qu'il donne l'anticoagulant. Ils vont mettre un stent qui va permettre d'arrêter la triple anticoagulation dans le plus court délai. Donc soit vous avez un risque ischémique lorsqu'ils font la coronaropathie, vous avez un risque ischémique élevé. C'est-à-dire vous avez des lésions coronaires qui sont nombreuses, ou là une anatomie qui dit voilà, peut-être ce monsieur va refaire un infarctus sur une ischémie dans les mois à venir. Là, vous prolongez le triple traitement. Si à l'inverse, les réseaux coronaires relativement bons, vous avez mis un stent, mais qui a un risque hémorragique, là vous écourtez l'association. Après 1 an, vous ne le gardez que l'anticoagulant.
imma le Syntron, imma le nouveau anticoagulant. Donc là, c'est juste un rappel du Schatzbasque, du Hasblet. Et là, vous voyez que s'il y a un risque ischémique élevé, vous allez garder la triple thérapie, c'est-à-dire l'aspirine, le clopidogrel et l'anticoagulant oral pendant 6 mois. Et après, vous choisissez. Soit vous donnez clopidogrel avec l'anticoagulant oral, Syntron ou vous arrêtez tout, soit l'inverse, l'aspirine, vous avez le choix. Il n'y a pas une préférence pour le clopidogrel ou pour l'autre pendant 12 mois, et après, vous ne gardez que l'anticoagulant. Si par contre, le risque est surtout hémorragique, soit vous donnez de la triple thérapie si le risque est très important pendant 1 mois, et puis double thérapie le reste de l'année. Si le risque est très important, et là je vous dis c'est vraiment pas une preuve grande, vous pouvez donner que le clopidogrel avec l'anticoagulant, pas d'aspirine pendant le reste, et après 1 an vous restez sous l'anticoagulant. Donc la survenue d'un problème thrombotique chez quelqu'un qui a déjà une indication d'anticoagulation ne doit pas vous faire arrêter l'anticoagulant, au contraire vous le maintenez et vous adaptez les doses antiplaquettes, parce que le risque ischémique à l'arrêt de l'anticoagulant est plus important. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que l'aspirine n'a pas une grande efficacité dans la protection contre la fibrillation atriale. Donc vous gardez l'anticoagulant direct. Ça c'est juste les recommandations comment faire. Et là, vous voyez, pour la dose de 15 mg, ils disent qu'ils pouvaient la donner, mais c'est 2B. C'est-à-dire, il y a peu de preuves qui nous disent qu'il faut donner 15 mg chez des gens qui ont un risque hémorragique important. Peu de preuves. Mais on peut le donner. Si vous sentez que vraiment le Hasblet est très élevé, il faut le donner. Attends, est-ce que vous avez des questions? Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question, on a dit qu'on va en parler. Après, je raconte. Si quelqu'un était sous AVK et on peut... Oui, c'est ça. Si quelqu'un était sous AVK et vous voulez passer au nouveau anticoagulant, pourquoi vous allez le faire? Soit, la grande majorité des cas, c'est lorsque vous avez un INR instable. Vous lui faites l'INR 6 maintenant, 4 ou 4. La semaine d'après, 1,5. Avec les mêmes doses, vous augmentez les doses, vous diminuez, vous n'avez pas, ça c'est l'indication formelle à donner, à passer sous nouveau anticoagulant. Ce que vous devez faire, c'est de faire le TPINR, de réduire la dose, il y a le Syntron, là, de l'arrêter. Il y a qu'un 3 ou 4 d'INR, vous arrêtez votre Syntron. Et vous faites des contrôles quotidiens de l'INR. Dès que l'INR est moins de 2, vous commencez votre nouveau anticoagulant. Vous arrêtez tout. Donc vous les faites le matin, et dès que c'est moins de 2, vous arrêtez. Ok? Par contre, si c'est l'inverse, vous devez lui donner du Syntron. S'il a pris le Xarelto qui a une durée de 24 heures, vous devez attendre 24 heures. Vous commencez par l'héparine, et le soir, vous commencez le Syntron. Et vous faites le chevauchement de nouveau. Et vous refaites la même procédure. TPINR, chaque 2 jours, dès que c'est dans la dose efficace, vous arrêtez dès que ça n'allait pas. Ok? On a le cas de l'embolie pulmonaire ou la phlébite dont on a parlé tout à l'heure. Un protocole un peu particulier. Les nouveaux anticoagulants, il faut les donner pendant 3 semaines. Par exemple, le Xarelto à 15 mg x 2, et à partir du 22e jour, vous passez à 20 mg. Supposons que le soir, vous l'avez extbah, j'ai dit que vous avez tout le l'infirmière d'hier qui drbat l'Ovenox. Quand est-ce que vous allez commencer le Xarelto? 12 heures après. Soit 12 heures après, soit si vous commencez, vous voulez le donner le matin, ce qui est conseillé, vous allez ajouter avec l'Ovenox, au soir, vous commencez le Xarelto le matin. Pourquoi le matin, les conseils le matin? La réponse que nous recevons ou que nous donnons, c'est que, bon, on est actif pendant toute la journée. La statistique a montré que tous les malheurs se passent le soir. Supposons que j'ai pris le Xarelto ce matin, et le soir j'ai une appendicite pour laquelle je dois me faire opérer sans urgence. Le lendemain, il n'y a plus d'effet de Xarelto. C'est pour ça qu'on préfère le donner le matin. Surtout,
Vous allez me dire aussi ça arrive le matin, mais c'est surtout ça. C'est qui coule le ventre plat, parce que le mec là, et donc on a dit ma femme parce que j'ai entendu c'est tout le changement. Donc il faut préparer les patients qui font là. Je crois même ça doit être pris après le milieu du repas ou quand vous la fin du petit déj. La fin du petit déj. Pour l'estomac. Autre question? Je voudrais juste apporter une raison. Parce que je crois que la raison, c'est parce qu'il est absorbé au niveau de l'iléon. Et si c'est dans un ventre vide, on a une perte de 40%, je crois, du poids. À le mettre là. Oui, mais le temps, c'est. D'autres questions, oui? Chez un sujet jeune, inférieur à 60 ans, bien portant, après une HTA bien équilibrée, il a été mis sous. Un HTA ou non HTA? Un HTA sous traitement. Oui. Il a été mis sous antiarythmique avec Xarelto. Oui. Est-ce qu'il est jugé, c'est-à-dire qu'il sera à vie sous anticoagulants? Supposons qu'après 5-6 ans, il n'a présenté aucun autre épisode de... C'est ça le deal. Après 5-6 oui, c'est ça le deal. J'ai des amis qui ont fait de la FA. Effectivement, un seul épisode, regarde, 2 épisodes. Ils sont bien importants. Qui dit allez à faire je peux faire un deal avec toi, j'arrête. On arrête tout. Si tu refais une FA, ne me reproche pas d'avoir arrêté l'antiarythmique. Tu l'acceptes, tu l'assumes, c'est un deal, c'est un accord. Si tu fais un AVC, ne me le reproche pas. Là, oui, parce que là, tu es presque convaincu qu'elle aurait dit ouais. فهمتي واش شرب هذاك الويكاند واش لا كناخذ انا وياه mais qui ne me reproche rien. Mais tu ne peux pas le faire avec. C'est avec des gens avec qui, soit tu leur fais signer, comme quoi tu leur as expliqué, tu as mais il ne faut pas avoir un discours faussement rassurant. أنا قلت لك أنا أعطيت الإكزومبل ديال السيدة اللي حنا كلهم كنقولوا هذه كنا غناكلوه. الجنرال الحماني الله يرحمه صافي السيدة مزيانة كتاخذ أميدي إيكيليبري اش بغيتو ما تقربوش ليها لا دوش. وحنا ديك الساعة دي جون غيديلا علاش وقفتي مسيو راه ما كتاكلش بحال مسكينة هذا هي ماشي لا خذ ديالها خذ ديال الميدسان يكتب ليها وما شرحش ليها و12 عام هو كيشوفها كيما قال مسيو peut-être que même l'anamnèse n'était pas فهمتي mais là tu l'as fait passer l'après-midi غادير لك واحد لينا راكات. C'est des choses entre c'est pas vraiment un plus un. Parce que les Anglais, le premier épisode, on n'en parle pas, quand on fait l'ablation de la fibrillation atriale. Si par exemple, le monsieur Jacques, voilà monsieur Chaïb, je veux me débarrasser de l'arythmie, vous me faites cuire les veines pulmonaires. Je lui dis, ah bon, chauffe, vous avez 62 ans, vous êtes hypertendu, là je ne vais pas arrêter l'anticoagulant. Parce qu'il y a toujours le risque. Quand vous les chauffez, après 6 mois, je ferai un hauteur en chauffe. Mais ça sera une décision. Les recommandations qui sont relativement, qui règlent les relations, quelqu'un qui a un chat vasque au-delà de 2, même si vous lui faites une ablation de l'AFA, n'arrêtez pas. J'arrête pas après 1 an, j'arrête pas après 2 ans. Parce que pas l'expertise de chaque personne et la relation qu'on a avec nos malades. L'inflammation de récidive est toujours là. Peut-être tu vas arrêter l'antiarythmique, mais l'anticoagulation, personne n'a le courage de dire qu'il faut arrêter l'anticoagulation. Effectivement, il peut faire des choses paroxystiques, silencieuses, qui peuvent se compliquer d'AVC. Comme en médecine, de toute façon, nous sommes toujours en train de peser le rapport bénéfice-risque, quel que soit vraiment que... Oui, mais là c'est qu'on est en train d'imposer un médicament à quelqu'un qui ressent plus rien. C'est la même chose pour les statines chez quelqu'un qui n'a pas d'hypercholestérolémie parce qu'il est diabétique ou parce que c'est des choses, c'est pas l'antihypertenseur qui pète la tension, il le ressent. L'antiarythmique, il arrête les arythmies. L'anticoagulant qui je ne ressens plus rien, pourquoi je vais le prendre? C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'ils ont un risque ischémique, que même avec une FA qu'ils ne ressentent pas, il y a un risque là. C'est difficile, c'est vraiment. D'ailleurs, plusieurs personnes ont dit voilà, moi il a un arc syndrome. Je ne veux même pas d'ablation. On a des malades qui sont comme ça. Moi, ça ne me dérange pas que je suis habitué à avoir une arythmie. Alors je veux faire l'acte pour ne pas prendre l'anticoagulant. Si je vais garder l'anticoagulant malgré l'ablation,
لا غير خليني بحال on a beaucoup de patients qui sont Des patients qui ont des charges bases supérieures à 4 ou à 5 oui. et qui n'ont pas d'épisode d'arythmie, est-ce qu'il n'y a pas d'indication d'antiprolyse? Si c'est pas objectif, on peut demander des repères, surtout s'ils font des palpitations. Mais bon, دابا حنا غنديروا لو تور دو تابل كلنا فايتين دو. كنظن القليل اللي غيكون عنده واحد اما بلاش اما بلاش طيا اما بديابيت اما بناتانت فاسكولار اما فهمتي دونك ما نعطوش مي le chat basse c'est aussi un risque athérosclérose si tu veux parce qu'il y a le diabète, l'HTA, c'est la même chose mais pas au point de lui donner un anticoagulant. S'il n'y a pas d'arythmie, le patient fait des palpitations, c'est là où maintenant il faut dépister la fibrillation atriale. Il faut dépister la fibrillation atriale, donc c'est le sujet à zéro recommandation qu'il faut peut-être faire un holter chaque 6 mois chez quelqu'un qui est au-delà de 70. L'objectif, c'est pas la palpitation si fonctionnelle. Non, il faut l'objectif. Il faut un tracé où vous avez une fibrillation qui dure plus de 30 secondes. La chose ironique au cas de Limoges. Quand les gens nous font des pertes de connaissance, on a ce que nous appelons le holter implantable. Quand on dit le holter océliarien, on leur implante un plasmica qui enregistre et qui dure 2 ans. On leur dit que si vous faites un malaise, venez à l'hôpital. Et qu'on les contrôle chaque trimestre. Quand on a parlé qui voulait le ski, les recommandations, il faut que la FA dépasse 30 secondes. On a suivi là-bas en constatation le gestionnaire de l'hôpital, l'économe de l'hôpital, l'économe de l'hôpital, fait que chaque fois sur la FA, 25 secondes. Je vais rouler. 25 secondes et ça s'arrête. Et le comble, c'est que son frère a fait un AVC, son père a fait un AVC. Donc là, tu joues le pour et le contre. Au-delà sur son chipoté. 25 secondes. C'est-à-dire, maintenant, je fais recommandation. Mais il faut objectiver la FA. Franchement, il faut objectiver la FA. Ça vous l'a fait chez vous, monsieur? Oui, on a commencé à faire. Une dernière question pour les anticoagulants plus l'alcool. Les gens qui boivent, est-ce que on va le contre-indiquer ou le laisser vivre ça normalement? Contre-indiquer l'alcool? Oui. L'alcool? Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure. L'alcool, ce message? L'alcool, là, c'est que quand quelqu'un boit de l'alcool ou de drogue, c'est qu'il a un risque hémorragique plus important. Oui, bien sûr. Bon, je pense que juste par le fait que ça va bousiller son foie ou cela son cœur, c'est bon. Oui, je pense qu'il faut le déconseiller par le niveau, je pense. En tout cas, je vous remercie pour votre réactivité.